Allez, c'est parti. Une petite question déjà sur l'idée de base. Comment est-ce que tu as imaginé ce roman et cette histoire? En fait, originellement, quand j'ai fini d'écrire les chroniques à sec, j'ai pris un café avec mon agent qui m'a dit bon, maintenant il va falloir que tu penses à écrire une deuxième série. Et il m'a dit est-ce que tu as des idées? Je lui ai dit j'en sais trop rien, et puis il m'a fait comprendre gentiment que les Aztèques c'était bien, mais bon, c'était peut-être pas très commercial, et que peut-être que je pouvais écrire quelque chose qui avait un petit peu plus de chance d'attirer plus de lecteurs. Ouais. Donc sur le moment, je lui dis bah écoute, tu peux t'écrire une fantaisie urbaine qui se passe à Paris début 21e siècle avec des familles de magiciens. Je rentre chez moi, je commence à écrire le roman, je lui envoie les 3 ou 4 premiers chapitres, un synopsis du reste, puis à peu près 2 mois après, il m'envoie un mail et il me fait faut qu'on se parle. Ouais. Je l'appelle au téléphone, il me fait ouais, je voulais pas trop le dire par mail, mais écoute, techniquement il n'y a pas de problème, c'est juste que foncièrement ton cœur n'y est pas. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc oublie tout ce que j'ai dit sur on va faire un truc commercial, voilà, t'es en train d'essayer d'écrire au marché et ça marche jamais. Vas-y, lâche-toi. Ça y est, maman, tiens. Marrant, mais je sais pas quoi faire, moi. Ouais. Je suis allée rendre visite à une copine aux Pays-Bas, et donc on parlait du roman, et je disais franchement ça me saoule un peu, quoi. Ouais. Et donc elle me dit bah, qu'est-ce qui te saoule? Bah, j'ai un peu du mal à écrire des histoires de fantasy urbaine où le monde n'est pas super. Il faut que le monde soit super différent pour moi, parce que s'il y a de la magie, j'ai vraiment du mal à croire que ça n'ait pas vraiment impacté l'histoire. Et au fur et à mesure qu'on parlait, je me suis dit en fait, il faudrait vraiment que ce soit super différent. Mais je peux garder Paris quand même. Bon, je sais, on va faire une guerre magique, on va faire l'apocalypse nucléaire version magique sur Paris, donc comme ça il ne reste pas grand chose. Là ce sera différent. Et j'avais en fait une vieille nouvelle que j'avais écrite qui se passait dans une espèce de ville, une version alternative de New York fin 19e siècle, où il y avait des gens qui faisaient du trafic de poussière d'ange et qui s'en servaient pour faire de la drogue, et le personnage principal travaillait avec un ange déchu et essayait de trouver la source du trafic. Je me suis dit, tant qu'à faire, on va aussi mettre ça dedans. Et donc du coup, j'ai commencé à écrire une histoire où il y avait des gens il y avait des anges déchus qui régnaient sur Paris, il y avait des maisons qui étaient des factions magiques en fait, qui étaient des espèces de forteresses dans un Paris dévasté où les gens se rassemblaient pour pouvoir être en sécurité, et où la magie était en fait à la fois une arme, une ressource, et être un ange déchu c'était un peu à double tranchant dans le sens que on était très utile vivant, mais bon aussi mort, ça marchait aussi. Parce que ça finissait pas toujours très bien. Et, donc j'ai écrit 3 chapitres, je les ai envoyés à mon agent, il m'a fait oui c'est très bien, d'un ton un peu distrait, donc j'ai fait bon. Il n'a pas l'air très enthousiaste, j'ai vraiment pas envie de me faire une répétition de ce truc là, donc j'en ai écrit 5 ou 6 de plus, je lui ai envoyé l'ensemble et je fais bon, je vais attendre quand même avant de faire autre chose. Puis j'entends rien pendant une semaine, et puis après je reçois un mail avec alors j'ai attendu parce que je voulais le partager avec mon assistant et on est tous les deux d'accord, quoi que ce soit que tu es en train de faire, t'arrêtes pas et continue, c'est génial. C'est cool. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le Paris que tu as mis en scène? Paris post-apo? Ouais, donc c'est Paris post-apo où en fait à la place de la Première Guerre mondiale, il y a eu une guerre magique entre différentes factions de magiciens qui a plus ou moins dévasté l'Europe et particulièrement Paris. Donc, dans les ruines, donc, les factions de magiciens sont toujours en train de se faire une espèce de guerre froide à coup d'intrigues politiques et d'intrigues magiques pour essayer de prendre le dessus sur les autres, mais en essayant très prudemment de ne pas refaire une guerre magique, même si parfois ça sert un petit peu près. Et ça se passe donc dans la maison aux flèches d'argent, qui est sur l'île de la Cité, endroit éminemment défendable avec pas beaucoup d'accès, donc très favorisé, et qui a été fondé par Lucifer, l'étoile du matin, le premier ange déchu. Et sauf que c'est à peu près 20 ans, l'histoire se passe 60 ans après la guerre, quand les gens sont encore en train d'essayer de reconstruire, parce que la destruction a quand même été assez globale. Et
à peu près 40 ans après la fin de la guerre, 20 ans avant le début de l'histoire, l'Étoile du matin disparaît et la maison aux flèches d'argent entame une espèce de déclin plus ou moins, on va dire, doux. Les gens essayent de faire de leur mieux pour compenser la perte du chef de la maison, mais n'ayant in fine pas vraiment ni son talent pour les intrigues, ni son talent pour la magie, il n'y arrive pas vraiment. Et on arrive à peu près au point, j'ai envie de dire, pré-embrasement, où les autres maisons commencent à sentir le sang et se disent que ce serait bien de régler son compte une fois pour toutes. Et quel type de magie tu as mis en scène? En fait j'ai plusieurs systèmes de magie, donc l'idée c'était je voulais vraiment pas avoir un système de magie qui expliquait tout, surtout parce que là c'est un système, donc le premier système de magie c'est la magie des gens Jeshu, donc qui tombe, on présume depuis les cieux, mais en fait on n'en est pas sûr parce que ils tombent complètement amnésiques, donc ils se souviennent pas. Ils ont encore leurs ailes, mais elles sont très très abîmées, donc il n'y a pas vraiment moyen de savoir non plus. Et ils se maintiennent avec de la magie, qui peuvent passer à d'autres personnes en fait, par le toucher, par diverses façons, ou par des artefacts. Et donc les humains, qui sont quand même plein de ressources, ont aussi trouvé un moyen de se passer de l'ange déchu, c'est-à-dire qu'ils stockent la magie dans des artefacts et ensuite ils la réutilisent comme si c'était du mana ou une ressource sacrée. Et donc le deuxième système de magie, c'est donc un système de magie qui est inspiré du taoïsme et des magies traditionnelles vietnamiennes, où en fait qui est basé sur les éléments, et donc c'est les courants, je crois, que traduit Emmanuel finalement. Donc ils sont la terre, le métal, l'eau, le bois et le feu, et qui sont en fait liés au lieu. Donc suivant, si on est par exemple près de la Seine, où il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup moins de feu parce que la proximité de la rivière fait que le feu est éteint. Et d'une manière générale dans Paris, il y a peu d'éléments parce que la guerre magique est un peu tout atomisé. Et donc c'est la magie qui est pratiquée par un des personnages qui est ex-mortel en provenance d'Annam, du Vietnam colonial, et qui s'appuie sur ça pour lancer des sorts. Et qui par contre est plus ou moins visible vis-à-vis des anges déchus qui ne maîtrisent pas cette magie et qui connaissent son existence plutôt comme des rumeurs qui dépendent de ça. Oh. Comment tu as construit un petit peu tout ça? Ça veut dire qu'il y a de la doc, tu schématises quelque part, tu graves dans le marbre ou au contraire tu le fais un peu au fil de l'eau? Alors, le fil de l'eau, je sais pas faire du tout. Ouais. Donc généralement, ça commence par à peu près une phase de 6 ou 7 mois de recherche où je fais que ça. Donc en l'occurrence, je me suis pas mal documentée sur la période après-guerre, après Première Guerre mondiale, sur la France de la Belle Époque, sur le Vietnam à cette époque-là aussi. Pas mal sur après tout ce qui était pour les éléments, tout ce qui était traditionnel vietnamien sur la médecine et les éléments. Et ensuite j'ai essayé de construire une intrigue, un univers un peu à la fois, donc j'essaie de faire les deux. Et généralement j'ai du mal à partir avant d'avoir un truc très très détaillé en fait. Donc j'avais un synopsis qui était 6 ou 7 pages super détaillé de tel chapitre, telle scène, tel chapitre, telle scène. Donc après généralement ce qui se passe c'est que à peu près à mi-parcours je fais bon, la fin ça va pas marcher comme ça, il va falloir refaire le synopsis. Il y a plein de choses, en particulier je sais qu'il y avait une scène à la fin où j'ai fait mais il ferait jamais ça ce personnage, il ferait jamais ça, il va falloir trouver une autre solution. Et puis le synopsis original aussi sur les 3 derniers chapitres c'était beau. Je vais trouver une façon de résoudre ça et je sais à peu près où je veux arriver, mais je sais très bien que si j'y arrive, c'est tellement il vaut mieux laisser vague. Et c'est un espèce de cercle comme ça où je refais mon synopsis, puis je réécris le livre, puis je refais le synopsis, etc. Petit à petit. Parle-nous de ton héroïne. Rentre un peu dans l'histoire. Alors laquelle en fait, il y a 3 personnages principaux. Donc il y a Séléné qui est le chef de la maison Flèche d'Argent, qui est plus ou moins dans une situation assez délicate parce qu'elle n'est pas vraiment le successeur d'Étoile du matin, elle est juste la personne qui a pris les rênes de la maison parce qu'il n'y avait personne d'autre. Donc il se sent pas énormément en confiance.
parce que elle sait très bien que, un, elle n'est pas l'égale de son maître, et puis deux, elle sent très bien non plus qu'elle n'avait pas l'aval et qu'il pensait qu'elle n'était pas il essaye tant bien que mal d'essayer de résister aux assauts des autres maisons et puis de comprendre ce qui se passe. Il y a Madeleine, donc, qui est l'alchimiste de la maison. Donc l'alchimiste dans une maison, c'est quelqu'un qui s'occupe de faire des artefacts chargés de magie et de les distribuer aux différents membres de la maison, donc qui interagit avec les déchus et qui aussi dépouille les corps des déchus morts pour récupérer la magie dont il dispose même après être mort. Elle est accro aux drogues aussi, parce que elle se sert de l'essence d'ange, donc une drogue qui est faite à partir des os des anges déchus, et qui est super puissant en fait, mais qui est aussi complètement corrosif pour les poumons et pas terrible pour l'utilisateur dans le long terme. Donc, elle est un peu en mode moi tout ce que je veux c'est être tranquille, que personne m'embête, et forcément elle se retrouve impliquée dans des événements qui touchent des gens qui sont proches d'elle, et elle est obligée d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Et le troisième personnage c'est Philippe, qui est donc lui il a été amené des colonies d'Annam pendant la guerre pour servir donc, dans l'armée d'une maison contre une autre, et puis en fait la maison est tombée et du coup il se retrouve un peu aéré dans Paris parce qu'il n'y a pas de moyen de revenir parce que tous les bateaux ont été soit coupés soit sont tellement bien tenus par les maisons qu'il n'y a pas de moyen de se glisser à bord. Personne n'est vraiment intéressé pour ramasser le colonial sans particularité. Il n'a pas vraiment envie de montrer qu'il a de la magie parce que contre le système des maisons, il n'a pas envie d'être embrigadé dedans. Malheureusement pour lui, il se retrouve au mauvais endroit au mauvais moment et il se retrouve embarqué comme prisonnier dans la maison de Flèche d'Argent, et c'est l'aîné sait qu'il a de la magie et espère s'en servir pour les autres. Et le troisième ça fait 3. Ah oui, ça fait 3. Est-ce qu'il y a un plaisir particulier à imaginer un Paris post-apo comme ça? C'est vachement sympathique de détruire là où on habite depuis 30 ans. Je voulais pas dire ça comme ça. Non mais c'est vrai que c'était très intéressant parce qu'en fait je suis partie de la géographie de Paris à peu près après les modifications d'Haussmann. Donc après la réintégration de toutes les communes autour, parce que sinon c'était principalement un choix parce que je voulais pas que la géographie soit complètement irreconnaissable, parce que j'allais déjà passer une couche de irreconnaissable dessus, donc si on partait en plus de quelque chose qui n'était pas familier, ça allait être très difficile. Particulièrement pour un lecteur anglophone, Notre-Dame, la Tour Eiffel, ça va, et puis le reste pas forcément toujours. Et donc après, j'essayais de voir un peu à quoi ça pourrait ressembler, et à quoi ça pourrait ressembler après que la gare soit passée par-dessus. Donc la scène d'ouverture en particulier se passe sous le dôme des Galeries Lafayette. Sous le dôme des Galeries Lafayette, et donc je sais que j'avais plein de photos ouvertes avec alors s'il y avait une bombe magique qui tombait à travers le dôme, et à quoi ça ressemble les escaliers et les mannequins. Voilà, je sais qu'il y avait beaucoup de... Ça c'était très marrant, et après ce qui était très marrant aussi c'est il y a différentes maisons à différents endroits qui ont des noms en fait qui dépendent de l'histoire du voisinage, et ça c'était marrant d'inventer des choses en fait en fonction par exemple Lazarus qui est juste à côté de la maison Saint-Lazare, c'est la gare Saint-Lazare forcément, et après la maison Flèche d'Argent qui est parce que en fait l'île de la Cité avant que Haussmann bâtisse tout, c'était là où il y avait plus d'églises au mètre carré, donc c'était juste une mer de flèches d'églises qui qu'on voyait de loin en fait. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire du deuxième tome? Oula, après je vous avertir sans les spoilers. Est-ce qu'on peut en dire quelque chose? On peut en dire quelque chose. En fait, donc le premier tome était centré sur la maison Flèche d'Argent. Le deuxième tome est donc sur une autre maison qui est la maison Aubépine, qui est à peu près là où est Auteuil. C'est ça qui est aujourd'hui, et qui est plutôt, on va dire, un grand hôtel particulier, quelque part un croisement entre un gros hôtel particulier avec des jardins et une maison de campagne, comme il y avait à l'époque. Et ça suit donc Madeleine et Philippe après les événements. Je suis de la maison Flèche d'Argent. J'essaie de ne pas faire de spoiler. C'est un spoiler. Et puis après, c'est comme le
premier, ça peut se lire séparément. En fait, l'idée c'était vraiment d'avoir comme une série policière. En fait, on retrouve les mêmes personnages d'un tome à un autre, mais les intrigues sont pas forcément hyper dépendants l'une de l'autre. Donc on peut switcher du 2 au 1, on peut commencer par un. Voilà, après, si vous lisez le 2 après avoir lu le 1, vous aurez quand même quelques petits. La satisfaction de voir quelque chose. Tu l'as prévu en combien de tomes? Je sais pas, c'est 2, c'est pareil quoi, c'est pas vraiment d'intrigue. D'accord. Et là, il vient de sortir en France. Donc du coup, pour tous les Français, Paris évoque à peu près quelque chose. Mais il est sorti d'abord en anglais. Comment ça s'est passé? Comment il a été reçu? C'était très marrant en fait parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendaient à ce que ce soit vraiment le travelogue touristique, qui étaient très déçus parce qu'en fait il n'y avait pas énormément beaucoup de variétés. J'avais délibérément pris le parti de pas faire énormément de descriptions parce que pour moi c'était là où habitaient les gens depuis 60 ans, voire plus pour certains, donc il n'y a pas de raison qu'ils s'arrêtent toutes les 3 minutes pour regarder. Ah il est joli le dôme là. Et puis il y a du coup j'ai un certain nombre de gens qui se sont plaints que ça aurait pu se passer n'importe où ailleurs. Et j'étais un peu surprise parce que j'étais là, non. Pour le coup j'aurais vraiment du mal à le transborder ailleurs sans changer énormément de choses. Et après, il y a plein de gens qui ont beaucoup apprécié que l'univers soit plutôt sympathique, qu'il y ait des personnes qui soient très variées en fait, intrigues. Le mélange, les éléments un petit peu thriller, roman policier, un petit peu se mélange bien avec quelque chose de plus fantastique. Ouais. D'accord. Plutôt bonne réception. Je reviens juste sur le système de magie que tu as évoqué, parce que souvent c'est le point fort, enfin c'est un des points attendus par les lecteurs. Tu l'as écrit, tu lui as donné des règles très précises. Alors j'ai évité de donner des règles trop précises parce que d'expérience après on se bloque, on les lit après. J'en ai quand même écrit une ou deux de base parce que sinon c'est pas possible de tourner. Typiquement la magie des déchus ne soigne pas. Je m'en souviens. C'est pas forcément évident, ça peut pas ressusciter les morts, ce genre de choses. Ça permet d'établir quelques règles comme ça pour être sûr que c'est pas n'importe quoi. Je me souviens quand j'écrivais les romans d'Obsidienne et 200, à chaque fois il fallait trouver une excuse pour résoudre le mystère de comment X était mort. Pourquoi il pouvait pas juste faire un summon du fantôme? J'étais là, oui, non. Je me suis traîné ça pendant 3 romans et je me suis dit, bon, on va essayer de planter quelques trucs dans le sol, là, ça ne bouge pas. Et moi, sur certains autres trucs, je suis un petit peu plus parfois les gens, c'est comme les... Je voulais que ce soit quelque chose aussi où les gens connaissent pas forcément toutes les règles. Dernière petite, j'ai 2 dernières petites questions. D'abord, il vient de sortir en France. Est-ce que c'est la même attente que quand il sort en anglais pour toi? Ou est-ce qu'au contraire c'est plus proche et du coup... C'est super différent, en fait ça me rend super nerveuse parce que déjà c'est sur quelque chose que les gens connaissent beaucoup mieux, a priori les Français connaissent beaucoup mieux l'histoire de Paris que les Anglais quoi, donc je sais que à un moment je me suis dit j'ai utilisé le périphérique parce que la première version se passait au XXIe siècle et j'ai oublié de l'enlever et du coup je me suis fait allumer sur internet par quelqu'un qui disait que je savais pas de quoi je parlais. Je suis là. Non je sais de quoi je parle, c'est juste que le film Gérard, donc on a corrigé ça dans la version qui est sortie en France et puis ça sort aussi dans ma langue maternelle, ce qui est traduit par quelqu'un d'autre dans ma langue maternelle, du coup c'est vraiment particulier dans le sens où c'est très proche. Et du coup maintenant sur quoi tu travailles? Là tu es sur le 3e? Non en fait je fais une pause, donc le 3e est sur le bureau de mon éditeur. La proposition pour le 3e est sur le bureau de mon éditeur parce que j'ai un contrat que pour 2. D'accord. Et là j'ai pas mal d'histoires courtes sur lesquelles j'ai pas bossé du tout parce que je m'occupais du roman. Je fournis aux gens à qui je les ai promis, à qui j'écris beaucoup de lettres du style je m'excuse d'être aussi en retard, mais voilà. Bon bah ça marche. Et ben merci beaucoup.